On va commencer cette table ronde en essayant de garder un peu votre attention. Alors c'est sûr que sur cette table ronde, on ne va pas parler de chocolat, de saveurs sublimes, de meilleures variétés. On va parler un peu de micro-organismes et d'humus. Mais je vous assure que ça vaut le coup de rester attentif parce que derrière, c'est des histoires humaines, c'est des histoires d'innovation paysanne, de transformation sociale qu'Équitable appuie avec ses partenaires. Donc pour commencer cette table ronde, en fait, on peut un peu se dire que des fois on entend que pour tout ce qui est agriculture paysanne, pour tout ce qui est agriculture organique, agroécologie, on entend parfois dire ah, mais ça c'est l'agriculture de nos grands-parents, une agriculture sans innovation, sans technicité, sans productivité. Et je crois que sur cette table ronde, justement, on va parler du fait qu'il y a des innovations paysannes. Alors tout à l'heure, Christophe était très enthousiaste, hein, il vous a déjà parlé de biofabricage, biofertilisants, etc. Donc différentes innovations paysannes qui contribuent justement à faire avancer l'agriculture de demain, l'agriculture bio de demain. Donc pour commencer cette table ronde, en fait, je voulais donner en premier la parole à quelqu'un qui était un peu un des pionniers, hein, le gérant de Comsa au Honduras, Rodolfo Peñalba, qui devait être notre personne qui ouvrait la table ronde, mais malheureusement, bon, il a quelques soucis de santé, donc il ne va pas pouvoir témoigner directement, même si à moi, il m'avait bien raconté justement comment la coopérative, depuis 2009, avait peu à peu développé des techniques différentes, qui pour lui étaient une révolution technique, mais une révolution sociale aussi. Donc, à la place, je vais donner la parole à Nicolas, qui va nous raconter un petit peu l'histoire de cette coopérative et de ce que Équitable a vu de cette coopérative dans les pratiques et dans les résultats qu'ils ont obtenus avec les nouvelles pratiques. Nicolas. Merci, oui, alors j'ai la lourde tâche de devoir représenter Rodolfo, qui ce matin nous a fait une très belle présentation à l'équipe Équitable et qui malheureusement là était quand même mal en point, et donc on le laisse se reposer à l'hôtel. Malheureusement, je vais vous faire une description un petit peu des résultats qu'on a constatés. Pour nous, la coopérative au Honduras, c'est un exemple. C'est un exemple aussi pour beaucoup d'organisations de producteurs en Amérique latine. Rodolfo, ce matin, nous a expliqué qu'ils ont un centre de formation et ils ont reçu la visite des producteurs d'Amérique latine de café d'à peu près partout. De la Bolivie, du Pérou, de Colombie, d'Amérique centrale bien entendu, et beaucoup de gens sont venus voir chez eux leurs résultats. Donc dans un premier temps, à froid, il aurait présenté ça de manière beaucoup plus éloquente, mais quand même préciser que ce qui nous a toujours frappé chez Comsa, c'est qu'en 20 ans de travail, la coopérative a maintenant à peu près une vingtaine d'années aussi. Ils ont démarré avec 60 producteurs, ils avaient quelques containers de café, ça veut dire une centaine de tonnes. Et aujourd'hui, la coopérative, c'est 1500 producteurs et ils produisent 10 000 tonnes de café bio. Alors, ils ne produisent pas que du café bio, ils ont toute une philosophie autour de la production. Ils utilisent des très grandes quantités de compost et de micro-organismes, et tous les producteurs développent ces techniques. Alors, ce qui est très frappant quand on voit les résultats, alors ils l'annoncent de manière tout à fait normale, c'est que comme ça, un rendement moyen d'1,6 tonne par hectare de café bio. Alors, pour pouvoir comparer, il faut regarder les autres systèmes de production, les autres situations en Amérique latine. Beaucoup de petits producteurs en certification bio sont plutôt aux alentours de 500 kg, 600 kg hectare. Donc là, on est déjà sur des rendements qui peuvent être 3 fois supérieurs. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le Honduras est un très gros pays caféier, avec des structures de recherche, avec une production qui est élevée. Et le rendement moyen en production conventionnelle avec des produits chimiques au Honduras est de 900 kg par hectare. Ça veut dire que dans ce cas-là, la proposition de production bio de Comsa est extrêmement performante. Les producteurs ont des parcelles impeccables avec des apports en matière organique qui sont très très importants. Voilà ce que nous aurait raconté Rodolfo.
Merci. Dans la préparation avec Rodolfo, il disait ça, il disait un peu toutes ces pratiques qui avaient aidé les producteurs à augmenter leur rendement, mais qui les avaient aussi amenés à une autre relation à la terre, une autre relation à leur environnement, et aussi une réflexion sur leur autonomie, donc un thème dont on pourra reparler. Alors justement, comment on arrive là ? Alors là, je vais peut-être donner la parole maintenant à Rémi Thiard, qui a accompagné aussi un petit peu en Amérique latine différentes organisations qui se sont lancées dans ces utilisations de ce qu'on appelle les biopesticides, les bioles, le bokashi, etc. Et tout ça, c'est quoi ? C'est quoi la petite histoire ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous un petit peu tout cela. Oui, alors la petite histoire est intéressante. Quand on parle de biofertilisants, de biocontrôle, on va dire biopesticides, biorépulsifs, parce que souvent ça a tendance à repousser les insectes, les parcelles et les productions. Tout ça a une origine qui est quand même, on parle de nouvelles techniques, mais c'est une origine, enfin des origines qui sont très anciennes. La plupart des recettes viennent de milieux paysans, on va dire, de préparations qui se partageaient de père en fils ou qui se partageaient dans les communautés. C'était par exemple, les micro-organismes, c'est une préparation qui vient du Japon à la base et qui était sans doute utilisée par les Japonais depuis très longtemps dans leur méthode d'agriculture. Les composts améliorés qui sont utilisés aussi comme ça, qui sont appelés bokashi, qui veut dire matière organique fermentée. Sont des composts de courte durée, ce qu'on appelle des composts jeunes, et qui sont fabriqués de manière ancestrale depuis toujours aussi au Japon. Donc ça a des origines, on va dire, très lointaines. Elles ont été améliorées, ces techniques, après avec le monde de la recherche, et puis surtout par les agriculteurs eux-mêmes, qui expérimentent, qui testent et qui améliorent petit à petit les préparations. Donc du Japon, c'est arrivé dans les années 80, fin des années 80 pour certains composts, un petit peu plus tard pour les micro-organismes au Costa Rica, et du Costa Rica très vite c'est arrivé au Honduras, donc à la coopérative de Comsa. Comment est-ce que c'est arrivé? Ça c'est intéressant, c'est que ces techniques-là, elles se partagent en fait beaucoup de coopérative en coopérative. Il y a toujours un ou deux formateurs, des personnes qui ont, on va dire, un talent oratoire pour partager toutes ces techniques et qui vont aller d'un groupe d'agriculteurs à un autre et expliquer, voilà, si vous voulez faire ce type de préparation, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est qu'ils apportent des connaissances en agronomique, en agroécologie. Ils expliquent l'importance d'avoir des sols vivants, donc d'avoir beaucoup d'activité biologique dans les sols, l'importance d'avoir beaucoup de matière organique dans les sols aussi. Et donc toute recette pratique est aussi accompagnée de bases, on va dire, de l'agroécologie, que sont l'importance d'avoir, pour faire très simple, ce qu'on répète beaucoup en Amérique du Sud quand on fait les formations, c'est les 3 M, la microbiologie, les minéraux, d'avoir des sols riches en minéraux, et d'avoir beaucoup de matière organique pour avoir de bonnes productions. Ça, c'est les bases. Voilà. Bien, merci. Donc vous avez compris ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, voilà, on est sur ces innovations, sur ces expérimentations qui sont techniques, mais comme tu viens de le dire, qui sont aussi diffusées grâce un peu à des échanges de pratiques entre paysans. Donc là, on va passer du Japon à l'Amérique latine, et maintenant on va revenir sur le continent africain. Puisqu'on va parler, j'ai donné la parole à Sénat pour nous parler d'une autre expérience qui s'est développée avec l'appui d'Etikable et notamment INADES en Côte d'Ivoire avec la SEB, qui est une société coopérative en Côte d'Ivoire, qui a été une des premières qui a été labellisée en bio en Côte d'Ivoire. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les biofertilisants, avec ces expériences de biofabricas? Comment a été un petit peu la dynamique? Ok, merci bien. Donc, je voulais tout d'abord remercier Etika pour cette invitation. Je pense qu'à la suite de Rémi, je veux aussi glisser en disant que c'est une expérience qu'on a transposée de l'Amérique latine en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, pour amener les paysans à être plus autonomes. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu le système conventionnel,
il y a une certaine dépendance des paysans vis-à-vis des intrants agricoles. Donc, il faut nécessairement réfléchir à l'autonomisation des paysans et non seulement l'autonomisation, mais aussi travailler à garantir une production durable agricole. Du coup, comme nous sommes dans la promotion de l'agroécologie, nous avons voulu bien expérimenter avec l'appui de Ethical toute la technologie qui a été développée en Amérique latine au niveau de deux coopératives ivoiriennes, la SEB et la Camaï. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Dans le cadre d'un projet que nous avons initié dans le cadre du programme Équité 2, porté par AVSF et Commerce Équitable France, nous avons réussi à initier 2 biofabriques sur le terrain et à produire des intrants agroécologiques, notamment les biopesticides et les biointrants, les biofertilisants, et qui ont amené les paysans à réussir, en tout cas, leur exploitation agricole. Ce qui a été fait concrètement, c'est quoi? C'est que nous avons réussi à concevoir les biofabriques, à produire ces intrants et à les tester sur des parcelles expérimentales avec l'appui de l'IRD. Donc Laurence prendra tout à l'heure la parole pour développer le volet recherche. Mais ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que nous avons amené les paysans à comprendre qu'il y a du potentiel à développer des bio-intrants sur leur territoire, puisque les biofabriques ont une valeur ajoutée, c'est celle d'utiliser du matériel local pour produire des intrants qui sont utilisés dans les exploitations agricoles. Donc, nous avons testé, comme j'ai dit, certains produits qui ont été développés au niveau des biofabriques et qui ont produit des résultats. Voilà, et nous avons aujourd'hui conçu un guide sur la mise en place des biofabriques et l'utilisation de ces bio-intrants. Et c'est un guide qui aujourd'hui fait du chemin, parce que quand nous avons organisé l'atelier bilan du projet, tous les acteurs qui étaient présents, notamment les acteurs institutionnels, les privés, le conseil café cacao, le ministère, ils ont apprécié tellement le guide au point où nous pensons qu'il est intéressant de poursuivre cette expérience-là avec d'autres paysans. Je finirai en disant que c'est une initiative assez innovante, parce que cela a permis de valoriser le savoir local des paysans, puisque le guide dont j'ai fait mention tout à l'heure a été une contextualisation de ce qui a été fait en Amérique latine sur la base des savoirs locaux et des expérimentations que nous avons menées avec les paysans au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'en parle tellement que même dans mon sommeil profond, j'en fais mention. Tu rêves faire des chocolats et des micro-organismes. Exactement. On reviendra tout à l'heure aussi sur le thème de comment on diffuse et comment on peut contribuer à un petit peu développer des expérimentations dans ce sens. Mais maintenant, je vais donner la parole à Laurence, parce que tu as accompagné donc des recherches, des travaux de recherche justement sur ces innovations paysannes qui t'ont intéressé, avec un travail à la fois sur l'Amérique latine et sur l'Afrique. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques premiers résultats, quelques constats à partir de ces travaux de recherche? Merci d'abord aussi à Ethical pour cette belle invitation qui permet de rencontrer justement tous les acteurs avec qui on travaille avec grand plaisir depuis longtemps. Donc effectivement, pourquoi inviter la recherche dans ces initiatives? En fait, c'est pour vraiment apporter un soutien quantitatif, un apport important en ce qui concerne les résultats qu'on peut obtenir directement sur le terrain, parce qu'en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées,
sur les effets d'amendement, en particulier sur les cultures, mais très souvent ces études sont réalisées en conditions contrôlées. Donc sous serre, ça peut être sous serre, ça peut être dans des grands laboratoires, ça peut être à l'extérieur, mais en général en conditions contrôlées. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment travailler sur le terrain avec les petits producteurs, in situ, pour véritablement voir quels étaient les effets positifs comme possiblement négatifs aussi. Enfin, on a regardé tout ce qui pouvait se passer sur des parcelles test. Et au départ, comment je suis arrivée en Côte d'Ivoire? En fait, on n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, on a commencé en Amérique latine, puisque j'ai eu la chance de vivre 5 ans en Équateur, où j'ai fait la connaissance de Nicolas à l'époque. Et en fait, notre collaboration avec Etikab et avec AVSF a commencé sur un tout autre sujet que celui de l'analyse des bioamendements, de l'impact des bioamendements sur la production agricole. En fait, on s'intéressait, moi je suis géochimiste et je ne suis pas du tout agronome, donc je suis peut-être une des rares ici à être agronome en tant que scientifique. Et je travaille sur le transfert des métaux, en particulier des métaux toxiques, depuis l'environnement jusqu'au corps humain. Et ce qui s'est passé, notre rencontre a débuté en Équateur à l'issue d'une découverte qu'on avait faite en zone pétrolière sur l'accumulation d'un élément, d'un métal dans différentes plantes, en particulier dans le cacao. Et on s'est dit, on va tester, ce sera intéressant d'accompagner les producteurs pour tester ensemble comment réduire la phytoaccessibilité, la phytodisponibilité de cet élément dans la plante et en particulier dans les fèves. Donc la collaboration a commencé comme ça. Donc on a testé différents bioamendements, on a travaillé avec différentes coopératives, on a ouvert des parcelles expérimentales, des parcelles de contrôle, et on travaille sur ces parcelles depuis presque 3 ans maintenant. Et on mesure donc régulièrement, tous les 6 mois, on fait des mesures de la qualité des sols, de la qualité des fèves également, et on regarde un petit peu quels sont les amendements qui pourraient justement faciliter et aider à la fois à l'amélioration de la production, à la résistance également des plantes aux maladies, et pour le cas de l'Équateur et de pays d'Amérique du Sud, à la phytoaccessibilité du cadmium. Et donc cette expérimentation ayant favorablement commencé en Équateur, on a proposé de pouler ces parcelles, de reproduire ces parcelles en Côte d'Ivoire, donc au niveau des coopératives de la Sève et de la Camaillé. Et on suit, pareil, depuis plus de 2 ans, ces effets. Donc on travaille, on a mis en place des parcelles. Il y a évidemment une parcelle de contrôle, on a 5 parcelles par producteur, par coopérative, on a 5 producteurs pour faire des réplicas, donc ce sont des protocoles rigoureux qui permettent de pouvoir faire des analyses statistiques et de pouvoir donner des résultats fiables à la fois aux producteurs et aussi aux consommateurs évidemment, et bien sûr à Etikab. Donc toutes ces analyses sont faites à la fois comment sur le terrain, avec les producteurs, avec les techniciens des différentes coopératives, avec Etikab, et ensuite nous on ramène tous nos échantillons en laboratoire et on fait des analyses à la fois en Équateur, en Pérou, enfin dans différents pays, et l'objectif c'est également d'exporter les techniques analytiques en Côte d'Ivoire. Donc les résultats sont très positifs en ce qui concerne le rendement et la résistance aux maladies. On peut multiplier jusqu'à 4 fois le rendement après 2 ans. Donc c'est vraiment intéressant en mélangeant justement à la fois les bocacci, le biochar et ce qu'on appelle l'ifofère en français, les micro-organismes liquides. Donc c'est un impact très fort sur le rendement. C'est un impact également très intéressant, et ça on l'a mesuré, et on a des témoignages également de producteurs sur la résistance aux maladies. Donc voilà, donc en fait l'objectif de ce projet de recherche, qui est réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'encadre avec une bourse CIFRE, donc en partie financée par l'État français. Donc dans le cadre de ce travail, on peut mesurer quantitativement et faire des analyses statistiques probantes
pour vraiment identifier les points positifs de ces amendements et optimiser les amendements en fonction des objectifs des producteurs. Merci. Donc en fait, vous arrivez à mettre des chiffres sur tous ces résultats qui sont issus de ces innovations paysannes, et vous avez les chiffres qui en fait montrent aussi que voilà, ils ont bien raison. Très bien. Alors maintenant, justement, on peut revenir peut-être sur une réflexion. Que faire pour que ces innovations paysannes continuent à se développer, continuent à innover, parce que c'est pas aussi non plus l'objectif de diffuser une recette. C'est plus complexe que ça. Donc, quels sont un peu les leviers, quelles sont un petit peu aussi les contraintes qu'il peut y avoir à la diffusion et à un petit peu le fait que voilà, qu'il n'y ait pas que quelques coopératives par-ci par-là, mais que demain l'agriculture paysanne, l'agriculture bio puisse vraiment se développer avec toutes ces expérimentations. Alors je ne sais pas, vous avez accompagné des projets, vous avez un petit peu différents rôles. Donc Sénat, peut-être de ton expérience depuis INADES, quels sont un peu les points importants pour aider à développer ces biofabricats, ces expériences, etc. Ok, merci. Je pense que il faut tout d'abord mentionner le fait que les paysans qui ont participé à cette expérience ont été totalement satisfaits du fait que, effectivement, comme Laurence le mentionnait tout à l'heure, les rendements ont augmenté et puis on a assisté à une certaine résilience des plantes vis-à-vis des attaques des nuisibles. Donc du coup, dans l'approche que nous avons développée, nous avons réussi à former non seulement des techniciens, mais aussi des paysans qui peuvent jouer le rôle de relais sur le terrain. Donc pour nous déjà, c'est des aspects ou bien des personnes qui peuvent porter l'information auprès de leur pairs. Donc, diffuser l'approche, diffuser tout ce qui a été fait au niveau des biofabriques auprès des autres paysans qui participent à la coopérative. Ça, c'est un aspect important. Le second, c'est de dire que nous avons développé les biofabriques dans une approche formative. C'est-à-dire qu'au niveau des centres de biofabriques, on peut recevoir de nouveaux producteurs et les former par les techniciens. Vous voyez, donc c'est quelque chose aussi que nous avons mis en place pour maintenir un peu la dynamique autour de cette initiative qui nous semble assez innovante. Le troisième aspect, c'est la production d'une vidéo que nous avons faite dans le cadre de ce projet et qui aujourd'hui fait écho parce que les gens qui ont suivi cette vidéo sont assez fascinés par cette approche au point de venir nous dire est-ce que vous ne pouvez pas démultiplier cette approche-là au niveau de nos paysans dans d'autres régions, tout ça. Bon, on leur a dit, pour l'instant, c'est sur la filière cacao bio, mais il faut aussi qu'on mène cette expérimentation sur d'autres filières pour s'assurer que voilà, tout ce qui est adaptation peut se faire en fonction des différentes spéculations qui sont en face de nous. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais l'autre élément sur lequel nous devons travailler d'arrache-pied, c'est comment intégrer ce dispositif-là dans la pensée publique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez les systèmes nationaux d'appui conseil agricole, voilà, la question agroécologique peine à s'intégrer. Donc, il faut qu'on arrive à réussir cette intégration. Et une fois que c'est fait, nous pensons que l'approche biofabrique, qui est en fait une matérialisation de cette pensée agroécologique dans le concret, peut aussi se mettre en route, même si ça va prendre du temps. Nous pensons que on y arrivera. Voilà. Rémi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
peut-être aussi sur des points d'attention, des choses à éviter. Oui. D'abord, peut-être pour revenir sur l'expérience en Côte d'Ivoire qui a débuté je crois que c'était avec la venue de Luis Lorraine, donc qui arrivait d'Amérique du Sud, d'Équateur, et qui partageait des connaissances sur justement comment faire des micro-organismes, comment faire des bons composts, des bocacci, des choses comme ça. Il est arrivé, donc il a expliqué comment faire les premières recettes. Il expliquait aussi comment faire la taille sur les arbres de cacao pour maintenir des arbres productifs aussi. Quand j'y suis allé, moi, après, en 2020, et qu'on a donc lancé la première biofabrique à la SEB, on a fait une formation d'une dizaine de jours, un petit peu moins. Et ce qui est important en clé de succès, c'est d'avoir... Il y a plusieurs points, on va dire, pour que ça fonctionne. Un point qui est important, c'est déjà de toujours qu'il y ait de la pratique dans les formations. C'est beaucoup plus accessible. Quand on fait des longues périodes où on parle, on a tendance à avoir des gens qui s'endorment, évidemment. Donc d'avoir de la pratique et de toucher quelque chose, ça permet de partager beaucoup plus, et ça parle beaucoup plus aux producteurs. Le discours théorique, il est important aussi parce que, ou en tous les cas, le partage des grands principes d'agroécologie, sur la microbiologie par exemple, quand on parle de micro-organismes. Alors, vous imaginez peut-être un grand laboratoire, mais c'est juste un tout petit bidon bleu dans lequel on fait une fermentation toute simple avec principalement des déchets de meunerie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire, ou des déchets de riz par exemple. Très facile à faire. Les producteurs se rendent compte que déjà ils peuvent le faire eux-mêmes. Et puis derrière, ils vont pouvoir utiliser ces préparations dans leur parcelle. Et donc toutes les préparations sont assez simples à faire, assez simples à utiliser. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un petit peu de suivi au démarrage pour lancer les producteurs, et quelques très bons techniciens, on va dire, qui vont pouvoir partager après, ou très bons producteurs aussi, qui vont pouvoir eux-mêmes partager les recettes. Le but, c'est d'être vraiment dans une notion de partage, avec des notions théoriques, des notions pratiques, et de rapidement avoir des résultats, si possible. Ça aide énormément à faire avancer les projets. Donc j'y suis allé en 2020, la première fois il y avait 10 participants. Je retourne là-bas, je prends 2021, on allait lancer le projet de recherche justement. Et j'étais surpris de voir que les biofabriques, il y avait toujours 10 participants, mais pas forcément une énorme motivation. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, être reçu en héros et tout ça, non, pas du tout. Et donc il y avait Georges, qui est technicien à la SEB, qui captait vite les choses, et il me dit, viens, je vais te montrer une parcelle. Il y a quelqu'un à Camarcelin, pour ceux qui sont allés là-bas le connaissent bien maintenant, qui est devenu un peu la superstar du cacao. Du cacao bio, avait une parcelle mais magnifique, et dit voilà, on a réussi à contrôler les myrides, un insecte qui attaquait le cacao. Ça fait 50% déjà de production en plus ou presque, juste en contrôlant un insecte avec un bio-insecticide, en utilisant des plantes locales pour repousser les myrides. Et puis après, avec l'utilisation du bocacci, ils avaient aussi gagné en production. Donc ce Aka Marcelin avait une belle parcelle, et Georges dit on va amener tous les producteurs chez Aka Marcelin. Et lui a témoigné de son expérience, de producteur à producteur. Ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et après, c'est allé très vite parce que j'y suis retourné en 2022, donc un an encore après. Et là, il y avait déjà, Georges m'expliquait, j'ai fait plein de formations dans tout le pays. Et à la dernière formation qu'on a fait, il y avait une petite dizaine de coopératives de Côte d'Ivoire qui apprenaient à faire des micro-organismes, du bocacci, et qui bien sûr étaient allés voir Aka Marcelin aussi sur la route. Donc en clé de succès, vous voyez, il faut que ça reste assez simple. Il faut qu'il y ait de la pratique, beaucoup de pratique, des résultats. Et c'est intéressant parce qu'au début on focalise sur la fertilisation, et puis après on peut aller beaucoup plus loin, parce que les producteurs s'approprient toutes ces connaissances. Et on va aller vraiment sur l'essence de l'agroforesterie, sur la gestion de l'eau, l'hydrologie, le fait que de l'eau s'infiltre mieux dans un sol et reste plus longtemps dans un sol qui est vivant. Donc on va pouvoir traiter les problèmes d'érosion aussi avec tout un tas de techniques. Et donc on peut aller vraiment très loin dans la connaissance et dans le transfert de connaissances quand tout le monde participe. Voilà. Alors moi je vais rajouter une question qui n'est pas prévue. Oui. Quelle est la place des femmes, bien sûr, et des jeunes dans tout ça? C'est-à-dire on parle d'innovation paysanne, on parle de diffusion. J'ai entendu beaucoup de producteurs, pas productrices. Voilà.
petite provocation. Oui. Tu veux répondre, Nicolas? Non, parce que Nicolas, tu accompagnes beaucoup de coopératives et puis tu peux parler beaucoup de l'expérience aussi sud-américaine. Je vais t'aider. Alors, moi, j'aimerais revenir aussi sur un principe important de réussite, c'est la question du prix. C'est-à-dire que les familles qui décident d'adopter ces innovations et qui décident d'améliorer leur production, elles vont le faire, on le constate nous principalement dans ces coopératives de commerce équitable, lorsque la coopérative a trouvé une solution aux problématiques commerciales. C'est-à-dire que quand les prix sont élevés, constants, les producteurs décident d'investir au sein de leur parcelle. Et alors, ça c'est quand même un thème clé qui est quand même complètement lié au commerce équitable, c'est que nous on constate que dans les coopératives dans lesquelles on travaille, dès que le prix va se casser la gueule parce que l'organisation n'arrive pas à vendre, parce qu'il y a un souci, un blocage, etc., forcément les biofabriques sont désactivées, l'activité régresse, les bidons traînent un peu dans un coin, et dès que les prix reprennent, et dès que l'activité économique est florissante, les producteurs s'intéressent à l'investissement. Alors on constate que j'aurais tendance à dire qu'au global, l'activité, elle peut être, elle est comme dans toutes les activités agricoles, elle se fait au sein de la famille. Aujourd'hui, les biofabriques, elles sont plutôt gérées au niveau communautaire. Il y a pour l'instant, on est dans une phase où le savoir est peut-être plus concentré sur les jeunes. Alors, ça va être des femmes, ça va être des hommes. Parce que c'est ces jeunes qui vont éventuellement chercher de l'emploi rural et qui vont chercher une activité et qui vont donc s'y intéresser. Et après, ça c'est la première phase, c'est la phase où forcément il faut avoir une masse critique de gens qui puissent produire les différentes formules et les fournir aux autres producteurs. Mais après on peut très bien imaginer que dans une deuxième étape, ce soit des productions qui soient faites au niveau des familles. Et alors moi je constate, encore une fois je reviens au témoignage de Comme ça au Honduras, on constate quelque chose qui est quand même extraordinaire au Honduras, c'est qu'aujourd'hui, alors ce matin Rodolfo nous a montré les photos, ça s'appelle l'espace révolutionnaire. Alors ils ont tous dans leur famille et au niveau de l'exploitation agricole un petit panneau taillé en bois dans lequel il y a l'espace où il y a les quelques bidons et la production d'intrants au sein de la famille. Donc on est vraiment dans une dynamique qui va être partagée avec un savoir qui est complètement généré sur l'exploitation. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot? Laurence? Juste pour compléter ce que vient de dire Nicolas sur le volet économique, on s'est aperçu que justement la fabrication maintenant elle est un petit peu rentrée dans les mœurs. Ils sont de plus en plus nombreux à savoir le faire et bien le faire. Et le surplus, ce qu'ils n'utilisent pas, peut être vendu également à des agriculteurs qui travaillent également sur des plants de cacao, et ça leur fait un revenu supplémentaire. Donc non seulement ils gagnent en productivité, ils gagnent en résistance aux maladies, et ils font également un gain supplémentaire à la vente de ces surplus de bioamendement. Donc c'est aussi intéressant. Ils sont d'autant plus motivés à les faire parce que c'est rapide. Effectivement, c'est fait encore de manière assez artisanale et relativement rapidement. Pour les femmes, c'est une très bonne question. Moi, je suis attentive aussi. Étant correspondante égalité dans mon laboratoire, je fais attention. Mais les femmes participent tout autant que les hommes, en tout cas en Équateur. En Côte d'Ivoire, c'est possible aussi, mais voilà, les femmes participent beaucoup aux activités agricoles. Et en général, dans tous les entretiens qu'on a pu faire, etc., sont aussi faits avec les femmes. Elles participent énormément. Merci. Souvent, on voit que dans ces pratiques, voilà, il y a des pratiques qui sont développées pour le café, pour le cacao. Et puis, il y a aussi les femmes qui peuvent se réapproprier pour d'autres cultures, pour le diffuser sur d'autres cultures maraîchères, tester d'autres choses. Donc, on voit aussi souvent ces dynamiques. Je vous remercie chacun. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Voilà, en fait,
ce qu'on a observé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que les femmes qui ne sont pas positionnées sur la filière cacao commencent à tirer profit de ces intrants dans le maraîchage. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'elles commencent à utiliser ces intrants-là sur d'autres filières, voilà, de petites filières, notamment le maraîchage, du vivrier, sur lesquelles elles sont beaucoup plus présentes. Donc c'est aussi quelque chose qui attire l'attention et qui nous invite à poursuivre le travail. Voilà. Merci. Je crois qu'on peut terminer là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.